Aujourd'hui, le squad, j'ai l'honneur d'accueillir Valentino Gargiulo, fondateur de la Gloves Academy et véritable architecte du conditionnement physique et de l'explosivité du combattant. Il m'a été conseillé par la reine de la nutrition et du cutting pour les combattants sur l'épisode numéro 46, Cécile Giornelli, et Thomas de Training Therapy sur l'épisode numéro 58. On va plonger ensemble dans sa vision et ses méthodes de l'entraînement en sport de combat. Valentino, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut Max, salut tout le monde. Alors, tu m'as très bien présenté. Valentino, je suis préparateur physique depuis quasiment 10 ans, cofondateur du club de la Gloss Academy. J'ai cofondé en tout cas cette salle, en tout cas ce concept. Et on a ouvert une deuxième salle très récemment, en tout cas le 26 août à Boulogne, une salle de MMA, au 50 rue Lucille à Boulogne. Je fais un peu la promotion, mais voilà, en tout cas, préparateur physique, entrepreneur et papa. Voilà. Ok, génial, super présentation. Pour entrer dans le vif du sujet, selon toi, comment la préparation physique peut faire la différence dans un combat? Alors en fait, au plus haut niveau, tout le monde est fort techniquement et en fait, ce qui va faire la différence, je pense que selon moi, c'est la préparation physique et surtout en fait pour perdurer dans le temps. Les combats sont très traumatisants, que ce soit le MMA, que ce soit la boxe, notamment surtout les combats de kickboxing, parce qu'il y Mhm. a toujours forcément des dommages, etc. Et bon, du coup, développer ses qualités athlétiques, mais surtout pas se blesser, c'est primordial, quoi. Tout Mm. simplement, c'est comme si tu disais une voiture sans essence, ta boîte une Ferrari, tu vas pas Ça avancer, roulera quoi, tu vas pas. pas démarrer. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Ok, Je sais pas si c'est le bon exemple, mais selon moi, en fait, c'est la base. Parce que tout le monde est fort à un certain niveau, mais c'est physiquement qu'on fait la différence. ouais, ouais, je comprends bien l'idée. Et justement, dans les sports de combat, les compétitions, elles sont pas avec des échéances régulières comme on peut le voir notamment dans les sports collectifs. Comment toi, tu périodises tes entraînements de préparation physique avec les combattants? Alors, avec les combattants, je fais, dans un premier temps, en fait, c'est vraiment une planification ondulatoire non linéaire, si on parle de planification. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, le calendrier n'est pas fixe. On sait plus ou moins quand est-ce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des périodes, parce que ça reste en fait des intermittents du spectacle, c'est de l'événementiel. On sait que en août, il n'y a pas forcément de combat parce que tout le monde est en vacances. On sait que c'est plutôt à la rentrée, donc pas forcément septembre, mais plutôt octobre. On sait qu'il y a la fin d'année, on sait qu'il y a également des fois début d'année, février, mars. On a entre guillemets une vision, après c'est en fonction aussi du niveau de la personne. Si c'est des professionnels, c'est plus de manière un peu voilà, événementielle comme ça, mais si c'est des amateurs, on sait que il y a on prend tout simplement le calendrier de la Fédé, on sait à peu près les dates de compétition. Mais voilà, comment ça fonctionne, simplement j'ai une date de combat, je vois le niveau de l'athlète, je me dis ok d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je dois prioriser. Je vois également du coup comment l'athlète en fait il est entouré, combien de séances il fait avec ses entraîneurs, etc. Et puis après j'essaie de monter une planification vraiment en fonction bah, du cadre que le boxeur a, de son niveau, de son échéance. Et puis après, pour perdurer un petit peu à l'année, c'est plutôt après combat que je travaille plutôt sur les points faibles. Où du coup, j'essaie en training camp, on n'a vraiment pas de temps. Chaque séance est comptée. Ça va très vite. Il y a beaucoup de bobos, etc. Et je peux vraiment développer ou alors certaines choses, en tout cas les points faibles, plutôt en off-season, donc après le combat. Ok. Et quand tu te retrouves justement proche de l'échéance du combat, tu es dans une phase d'affûtage, comment tu gères ça, sur combien de temps? Alors l'affûtage, moi c'est vrai que je le commence. Tout dépend encore une fois en fonction du temps que j'ai. Si j'ai que 4 semaines, si j'ai 6 semaines ou 9 semaines, c'est pas pareil. Forcément, on gère la gestion de la charge d'entraînement tout au long du training camp. On n'est pas que sur de la montée, on est sur la montée progressive, mais vraiment on varie aussi les charges de travail parce que les entraînements de boxe c'est usant et les sparring c'est traumatisant. Donc on doit à chaque fois faire des allers-retours entre la planif et ce qu'on voit sur le terrain. Mais c'est vrai que moi, l'affûtage, je le commence souvent 2 semaines avant, sachant que la semaine de la Fight Week, il y a la gestion du poids, il y a le stress, les contraintes médiatiques, etc. Mais c'est vrai que sur la période d'affûtage, je suis uniquement sur l'explosivité. Je suis pas du tout sur le développement, mais que du maintien. Donc voilà.
Je pense que je sais pas si c'est assez clair, mais Ouais, non, mais si, justement, et pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, toi, tu parles souvent d'explosivité dans tes contenus. mhm. Selon toi, c'est quoi le secret pour devenir véritablement explosif en MMA et en boxe anglaise? L'explosivité, des fois, il faut aussi parler de transfert de force. En fait, j'ai vu des athlètes qui sont très bons, tu sais, en prépa, c'est-à-dire ils sont très forts, Mhm, ou alors sont très forts de manière athlétique, ou alors ils sont très forts génétiquement. Il y en a qui ont des fibres un peu plus. C'est très bien ceux qui ont. Il y a des profils qui sont très explosifs, des profils plutôt endurants. Donc, il y a le profil physiologique, mais il y a également aussi des qualités athlétiques qu'un mec peut avoir. Mais moi, je le vois aussi beaucoup, en fait, c'est il y a beaucoup de gars qui montent en fait de corps training, d'un mhm, centre du corps vraiment solide et travaillent en rotation. Et c'est m'est arrivé qu'avec des athlètes, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai juste travaillé sur un travail plutôt d'exercice de transfert de force, donc à des charges plus ou moins légères, mais vraiment challenger le core training, que ce mhm, soit de manière balistique ou alors de manière statique. Et tu le vois là, en fait, que le mec devient, optimise en fait son geste sportif. Et de là, et ben, il découle, bah, je produis plus de force dans ma position de boxe et du coup, je suis plus explosif. Du coup, je peux m'exploiter du coup mon timing, qui est une notion primordiale en fait en boxe, parce que oui, il faut être explosif, mais tout est le chaos, ça vient bah, souvent grâce à un bon timing. mhm. Donc, c'est le combiné des deux qui fait la différence et qui met des fois un peu en avant l'explosivité, selon moi. Mais d'abord, je pense que dans un premier temps, pour être vraiment explosif, il faut vraiment aussi il y a la partie génétique. Oui, il faut être fort, mais il faut surtout en fait un centre du corps vraiment solide, Mhm. challenger dans différentes positions. C'est ça en fait qui fait la différence selon moi aujourd'hui. Ouais, ouais, mais J'ai c'est eu le cas avec intéressant. Alexis Nicolas. Moi, je te coupe. Alexis Nicolas qui a fait un exploit en kickboxing, qui c'est le premier Français avoir à détenir du coup la ceinture du champion du monde en kickboxing. Surtout que le mec, il était invaincu depuis 6 ans. Il a fait un exploit. Et en fait, avec Alexis, j'ai pas eu le temps de faire de la force pure, ou la force max. J'ai vraiment travaillé énormément sur le travail de transfert de force, l'exercice de pliométrie basse, l'exercice de medicine box, que ce soit au lendemain, etc. Des exercices spécifiques, mais qui challenge énormément le centre du corps, que ce soit en rotation, en statique, etc. Et en fait, il lui manquait ça. Tout simplement, en fait, c'est que oui, tu peux être fort, mais il faut le transférer vers ta discipline. Mhm. Ça, en fait, qui lui manquait parce que il travaille avec Nico, qui est un préparateur physique incroyable. Et c'est vrai qu'à une certaine période, il faisait beaucoup de force et il me disait qu'il avait du mal à le transférer. Ok. Et en fait, je pense que c'est une question de transfert qui fait que tu optimises ton explosivité. Mm. Ouais, j'aime bien l'idée, effectivement, comme tu dis, de transfert de force du bas du corps au haut du corps, parce Mhm. qu'effectivement, si Exactement. tu as le lien qui ne se fait pas, tu peux être très explosif du bas du corps, tu peux avoir un bon jab, mais qu'effectivement, si t'es pas capable de transférer, ça va être plus problématique. Et j'aime bien aussi l'idée que finalement, dans une phase peut-être très restreinte d'affûtage ou pour X ou Y raison, on n'a pas trop le temps de travailler tout ce dont on doit travailler, et ben effectivement, c'est une clé qui peut être très pertinente pour les combattants. Ouais. Et surtout, il faut prioriser. C'est qu'en fait, c'est dans le meilleur des mondes qu'on a 6 semaines Mhm, pour préparer un gars, faire du développement, ou alors on l'a à l'année et du coup, je sais que sur la période off, je peux lui développer sa force max. Tu vois, un peu schéma, c'est très classique. Je fais la force max, puis après la puissance, puis après l'explo. Et ben ça, c'est compliqué à mettre en place avec des athlètes. Donc, je mhm. préfère, en tout cas avec ces gars-là, si j'ai pas beaucoup de temps, j'ai peut-être 3 semaines, et ben je préfère bah, être très spécifique, prioriser et du coup, bah, travailler vraiment sur l'optimisation de son geste sportif. Ok, Donc voilà, donc du coup son transfert de force et du coup bah ça se voit directement sur le ring. ouais, très clair. Une autre thématique dont tu parles souvent, c'est la partie énergétique, conditioning. On sait que le Ok. cardio, il est crucial dans les sports de combat. Et toi, comment tu fais pour développer un niveau de cardio qui soit optimal sans pour autant sacrifier les autres qualités athlétiques? Déjà ce que je fais pour développer un cardio optimal, forcément il faut, comme tu sais, il faut tester des fois sur des athlètes. Moi j'aime bien déjà dans un premier temps analyser mon athlète, parler, échanger avec lui en fonction du game plan, en fonction de lui, qu'est-ce qu'il ressent dans le combat. Si par Mhm, exemple il me dit putain moi je peux tenir 10 rounds, je suis pas essoufflé, mais par contre j'ai du mal à réitérer par contre des effets de sprint. Dès que j'accélère, le cœur il monte vite, mais je sais qu'après je peux tenir sur le temps. Donc là, je lui dis, ok, d'accord, quel profil là, ok, il est peut-être endurant, mais en vrai, il est peut-être pas très bon dans les efforts de très haute intensité. Tu vois, peut-être je me dis ça. Je vois comment il combat, je vois le game plan.
Ou alors, inversement, c'est un mec ultra explosif en termes de. Il est capable de produire un maximum d'énergie dans un temps donné, mais il n'arrive pas à le réitérer. Et du coup, je me Mm. disais, ok, d'accord. Il est peut-être très explosif, c'est un sprinter entre guillemets, mais la boxe, c'est pas ça non plus. Et du coup, bah, déjà, bah, je m'adapte dans un premier temps. Donc, je travaille sur bah, la capacité aérobique qui est super importante en boxe et dans tous les sports de combat, hein, bien sûr, parce que c'est la qualité, c'est une qualité de base. Mais je travaille beaucoup sur des efforts sprint répétés avec mes athlètes, mais surtout très spécifiques. Pourquoi? Parce que moi, du coup, je trouve que les athlètes, en fait, en boxe, et la littérature scientifique l'a mentionné sur la boxe, c'est que déjà, en boxe, ils développent, sur les cours de boxe, pardon, technique, ils développent déjà pas mal l'aérobie, Mm. pas mal leur endurance. Et Mm. moi, ce que je leur apporte, c'est leur faire voir aussi bah, les vraies zones de travail, en fait. Mm. Vraiment travailler dans la red zone en apportant un maximum de spécificité. Il faut savoir qu'au sac des frappes, les athlètes, tu sais, il y a les tempos classiques, 5-5, 10-10, voilà. Mhm. Mais des fois, ils sont mal en fait dosés. Donc, du coup, tu passes que sur de l'endurance, mais tu n'es pas vraiment sur une vraie qualité d'explosivité. Et en plus, il y a aussi ce truc-là un petit peu mythique où on est habitué à ce que, tu sais, si tu vas dire à un athlète, fais 5 secondes et 15 secondes de pause, il va dire, mais non, mais c'est pas possible. Mais en fait, il faut apporter un maximum de spécificité en fonction de la demande et des facteurs limitants que peut retrouver l'athlète dans le combat. Ouais. Souvent, on oublie bah, le travail de jeu blanc qui fatigue, le travail d'endurance de concentration, utiliser peut-être des ergomètres parce que le cœur des athlètes, ça ne monte pas aussi facilement au sac. Là, ça ne Mhm. va que sur un exercice ergomètre, tout simplement par l'économie gestuelle. Et en Ouais. fait, j'essaie de voilà, développer ce truc-là en apportant un maximum de spécificité, mais à la fois, je peux aller sur le général quand je sais qu'il manque par exemple un peu d'endurance fondamentale, et du coup, bah, de là, on va bosser sur différents trucs. Tu vois, je vais varier avec de la course, du vélo, tu vois, des zones bien spécifiques. Mais si on parle d'efforts répétés, voilà, je travaille comme ça. Et justement, entre les rounds, comment tu améliores la récupération des combattants dans ces moments-là? La capacité aérobie, c'est l'endurance, c'est la Ouais. qualité qui permet de récupérer, tu vois, rapidement entre les rangs. C'est prouvé pareil scientifiquement. Donc, en ayant en amont développé l'endurance, mais les zones de travail à lesquelles je les fais bosser sont beaucoup plus élevées que ce qu'ils peuvent retrouver au combat. Ouais. Pourquoi? Parce que je le prépare au pire. Et en sachant que si, admettons, je bosse sur des ergots ou alors que je fais travail de pré-fatigue, etc., que ce soit du sac, bah, c'est pas des zones où il n'a pas ça, en fait, sur le ring. Sur le ring, il sait boxer. Il a son expertise, c'est sa manière de bouger, il a l'économie gestuelle, etc. Ça peut arriver que le cœur monte très vite. Mais il y a très peu d'athlètes qui m'ont dit, ouais, c'est vrai que je suis pas tout le temps dans le rouge, en vrai. En tout cas, Mm. chez les boxeurs pro. Tu vois, donc j'essaie de les faire travailler à des intensités, par exemple, des fois ultra, supramax qui peuvent retrouver, tu vois, sur le ring, tu vois. Ouais, l'idée, c'est d'augmenter Ça, leur marge de progression et que tu sois tellement élevé je les que tu prépare au sois pire. relevé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois En l'idée. fait, je les prépare au pire tout en faisant attention au volume. Mhm. Et surtout, moi, j'aime bien la travailler en format de combat. S'il fait 5 rounds, je le fais 5 rounds au sac. Mais c'est à moi de faire en sorte de trouver, du coup, des exercices ou des outils pour le faire travailler vraiment dans sa zone de travail souhaité. Tu vois, Yes. c'est super important pour éviter les blessures et pour que, du coup, aussi, pareil, son corps s'habitue à ce que quand on travaille ça, on travaille tant. Et c'est pas. En fait, souvent, les athlètes, il y a ce truc-là, quand tu leur proposes un travail, quand ils ne te connaissent pas, ils sont dans l'économie, ils se disent, putain, le coach, c'est sûr qu'il va me rajouter deux, trois rounds. Tu sais, c'est dans les mœurs un peu en boxe. Et moi, Ouais. je veux pas qu'ils s'économisent. Mm. On est efficient. On travaille 5 rounds, je te prends pas plus de 5 rounds. C'est tout. Stop. Et donc, du coup, bah, forcément, il a la volonté de tout donner parce qu'il sait qu'après, c'est fini. Mm, mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, pour qu'il récupère, en tout cas entre les rounds, bah, il faut une très bonne capacité aérobie. Il faut aussi que son corps soit capable d'avoir déjà vu des efforts de très très haute intensité répétés plusieurs fois, tout simplement. Yes. Ouais, génial. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle tu viens les sortir de la spécificité, par exemple avec des ergots, dans le but effectivement de chanter en fait cette économie gestuelle, tu vois. C'est pas forcément des choses qu'on entend souvent et je trouve ça assez pertinent comme réponse. Ouais. Bah, des fois, trop de spécificité, tu la spécificité. Mm, mm. Tu vois, il y a des fois, il faut performer. Pour performer, en fait, bah, je sais pas, tu as besoin d'une très bonne. Il y a beaucoup d'athlètes, des fois, qui leur manque en fait une grosse capacité aérobie. Ils sont Ouais. très forts sur les efforts de sprint, etc. Mais des fois, c'est compliqué peut-être de le faire en boxe. Parce que quand tu prends par exemple le quart de séquence mètres, tu vois que tu es finalement un peu trop dans la zone orange ou autre. Alors qu'en fait, des fois, avec des ergots ou peut-être d'autres ateliers, bah, tu sais que tu peux plus facilement contrôler les zones de travail cibles. Mm. Tu vois, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis, euh,
c'est bien aussi de sortir de son cadre parce qu'en training camp, il faut savoir que, tu vois, tout le monde est motivé au début. Et Ouais, en fait, plus ça avance, plus il y a de la diète, plus il y a de la contrainte médiatique, plus ça commence à être dur, il y a de la fatigue. Et en fait, il faut des fois un peu sortir de ce cadre-là, tu vois. ouais. C'est super important. En fait, il faut être complémentaire euh, aux entraînements techniques. Et il faut qu'on varie. Je trouve que c'est super important. Donner aussi, on oublie que les mecs, c'est pas des machines, ça reste des êtres humains. Mais oui, oui. Alors oui, on les entraîne comme des machines, mais non, c'est des êtres humains et on peut tous. Le rôle des entraîneurs, c'est de s'adapter. Mm, Et on oublie qu'aussi, préparateur physique, c'est un bonhomme, mais on est d'abord éducateur. mm, Tu vois ce que je veux dire? Et mm, donc, mm. du coup, bah, il faut varier, il faut que la séance elle ait un but, il faut que le gars en face de toi, le nana, elle comprenne que, voilà, enfin, tout simplement, en fait, je trouve qu'il faut varier. C'est Ouais, tout ouais. simplement, et choisir les bons outils pour travailler les bonnes choses. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, dans un de tes posts sur les réseaux sociaux, tu as dit qu'entraîner, c'est la partie programmation, mais que la véritable interaction avec les sportifs, c'est une collaboration. Et du coup, ça montre que ta vision, elle n'est pas seulement verticale d'entraîneur entraîné, comme tu l'expliquais si bien, mais que tu Mm. collabores avec l'athlète dans le but d'individualiser leur préparation physique. Et notamment, tu parles de leur réchauffement, que tu individualises en fonction des athlètes et en créant des habitudes. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, bien sûr. Ce qui est bon avec l'un n'est pas forcément bon avec l'autre. J'ai Mhm. déjà un être humain en face de moi avec des demandes, avec des besoins, des envies, un cadre. C'est-à-dire, lui, avec son passé, il est habitué à faire ça. En fait, tout simplement, à un certain niveau, ça reste, tu sais, pour moi, c'est comme c'est des entrepreneurs. Ouais, Tu vois, c'est des entrepreneurs, ils sont maîtres de leur carrière et je ne vais pas tout leur apprendre le sport. On est tous les deux dans l'objectif, c'est quoi? C'est de performer. Que le jour du combat, tu sois au top. Mais le protagoniste de cette soirée, c'est le mec que j'ai en face. Et je pense que lui, il a plus d'expérience que moi sur le ring. Et c'est lui qui va mettre sa vie en péril, comme on peut le dire. Donc ouais, en fait, tout simplement, j'aurais toujours plus d'informations que d'échanger avec un humain plutôt que juste en fait utiliser la littérature scientifique, utiliser de moi ce que j'ai fait du passé, bah, c'est sûr que ça marche, etc. Non, c'est faux. Il faut toujours se remettre en question. Notre rôle premier, c'est l'adaptation et l'individualisation. J'ai un autre humain en face de moi, et bah, je préfère échanger avec lui, dis-moi ce qui va pas, il faut être à l'écoute. Et c'est comme ça que ça marche. j'aime bien la réponse selon laquelle bah, les sportifs, c'est des entrepreneurs. C'est Adrien Cabot, un préparateur mental que j'ai reçu dans les premiers épisodes, l'épisode numéro 2, il me semble, où justement il exposait cette chose-là, où notamment lui, il travaille avec des footballeurs et il dit, bah voilà, Ouais. les sportifs, c'est des entrepreneurs au sein d'une entreprise qui est un club et donc un système. Et au final, ben, même dans des sports individuels, et c'est encore plus poussé, je pense, dans les sports individuels où effectivement, ils sont obligés derrière de se staffer avec des préparateurs physiques comme toi, avec des nutritionnistes comme Mhm. Cécile, etc., etc. Bien sûr. Mais en fait, moi, tu sais, je les appelle souvent les combattants. On échange ensemble, ce sont pour moi des intermittents du spectacle. Ouais, Il y a un show au final. ouais, Pour se préparer à ce show, il faut plusieurs en fait intervenants pour que tu performes le jour J. Et tout doit se tourner autour de l'athlète. Souvent, c'est les protagonistes des fois qui veulent un peu trop briller. Non, c'est l'athlète en question qui, lui, il va faire son show. Sauf que mhm, lui, son show, s'il fait un mauvais show, je suis pas sûr qu'en fait, il va pouvoir du coup recombattre après. Il y a des vraies répercussions à la fin. Parce que mm, chaque combat, ça prépare le prochain projet, ça prépare du coup, tu vois, sa carrière. Donc en ouais, fait, les enjeux, c'est un petit peu à chaque fois, c'est comme si c'était le dernier. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et c'est super important. ouais, C'est super ouais, important que, en fait, les impacts sont énormes. Il faut qu'en fait, tout tourne autour de lui, on mette un maximum de moyens. On doit mettre en place un maximum de moyens pour qu'il performe le jour J. Parce que ce jour J, en tout cas ce combat, c'est pas juste un combat. mm, C'est la suite, tu vois, c'est pour la suite de la carrière, c'est l'image, c'est bah, du coup forcément bah, t'as le dans le spectacle, et ben moi je suis cet organisateur-là, je veux que tu joues ta bourse, un jeu pareil. Plus tu fais une grosse prestation, plus forcément tu ramènes du monde parce que tu fais parler ouais. de toi. Donc tu fais parler de toi, tu vas vendre plus de tickets, tu as une plus grosse bourse et après on découle, tu vois, tous les effets positifs.
Ouais, mais je trouve assez intéressant que tu parles d'intermittent du spectacle parce que on pourrait le voir si on écoute juste ce terme-là, se dire que c'est assez négatif. Mais en fait, quand on pousse la réflexion, c'est quelque chose bah, de réel et d'assez concret dans le sport et notamment dans les sports de combat. Est-ce que toi, tu penses que justement les réseaux sociaux, ça apporte davantage dans ce sujet-là de l'intermittence? Est-ce que ça aide davantage les combattants, justement, bah, pour avoir des combats, faire augmenter la hype, etc. Oui, bien évidemment. Et puis, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, bah, ils peuvent se vendre. Ouais, Tu vois, ils sont pas là. Avant, on payait peut-être des pubs, des panneaux publicitaires. ouais. Maintenant, entre guillemets, c'est terminé. Le mec, il peut faire vraiment la com, il peut vraiment, ouais, se mettre en avant, tout simplement. Et que ça en découle après sur plein de trucs. Il met en avant, en fait, son image, il met en avant son entreprise. Et du coup, bah, forcément, plus il a d'abonnés, plus, tu vois, il est suivi sur Internet, bah, les organisateurs, ils se disent, bah, tout ça, c'est logique. Vu Mm, qu'il a beaucoup de monde sur, entre guillemets, peut-être beaucoup d'abonnés, bah, forcément, il me ramène beaucoup de monde. Donc, beaucoup de monde, mon show, il est rempli, je suis organisateur, je sais que je vends mes tickets, et ma soirée, elle est lucrative. mm, mm. Tu vois, et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont vus, les gars. Ouais, carrément. Entre guillemets, oui, il y a l'aspect sportif, mais sur le sport de combat, c'est là où le MMA, ça ramène beaucoup plus de monde parce qu'il y a du show. Ouais. Sauf quand les gens, quand ils viennent voir un show aujourd'hui, tu vois, même pendant les gens, ils viennent voir un show et donc ça change tout. Alors que la boxe, les gens, ils viennent d'abord voir des fois le sport. Mais ça, c'est terminé, ça. Mm, Faut être ouvert à un plus gros public. Et ouais. donc, du coup, bah, Instagram, tous les réseaux sociaux, bah, ça sert à ça pour nous, à se vendre, Mm. à promouvoir. C'est comme un CV en ligne. Voilà, j'appelle ça comme ça. C'est un CV en ligne pour moi. Ouais, carrément. Avec toutes les tâches. Je peux avoir ce côté lifestyle, je peux avoir ce côté, je sais pas, sportif, peu importe. En tout cas, c'est mettre en avant ses valeurs Mm. et qui on est. Et comme ça, bah, du coup, ça peut en découler bah, des partenariats Oui, ouais, euh, voilà. Et ça montre événementiels, etc. effectivement etc. la partie entrepreneuriale, comme tu dis, avec les partenariats, tout ça. Et puis parfois, il y en a qui vont montrer un peu les dessous des partenariats, donc carrément. J'aimerais qu'on parle de cet aspect nutrition. Ça représente quand même une grande partie dans la performance des combattants, notamment bah, voilà, parce que c'est des sports à catégorie de poids. Est-ce que De tu peux nous poids. parler de ta collaboration avec Cécile? Alexis, on a commencé à bosser ensemble avec Cédric Doumbé, qui c'était pour son combat au Glory, c'était à Strasbourg. Ouais, c'était à Strasbourg, ça fait pas mal de temps, c'était pour la ceinture à route. Donc on a commencé à bosser avec. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser avec elle parce que c'était le moment où j'ai commencé à bosser avec Cédric. Mais écoute, c'était un super staff. Parce que du coup, bah, sans essence, t'avances pas. Et Cédric, forcément, bah, il a besoin d'une nutritionniste. Je trouve que Cécile, ce qui est bien avec Cécile, c'est qu'elle s'adapte énormément, en fait, tu vois, à la préparation physique, au staff, pour vraiment délivrer, en fait, ben, un contenu individualisé. Et Mhm, elle fait énormément d'échanges entre les intervenants du camp d'entraînement, donc ce qui rend la préparation physique, enfin, la préparation au combat très complète. Donc ouais, c'est top. C'est comme ça qu'en fait, on a commencé à bosser ensemble, et puis, de fil en aiguille, eh ben, on a travaillé avec différents athlètes que moi j'entraîne et du coup, bah, comme le feeling il passe bien, on a nos habitudes. Elle sait que moi j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en son travail. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. ouais, en fait, effectivement, elle se base sur tous les paramètres que le combattant Ouais, va elle a lui vraiment une vision à donner. 360 degrés. Ouais. Elle a une vision assez holistique, Cécile. Mm. Donc c'est Oui, cool. oui. Et c'est ça qui est important. Ok. Ça Et du va coup, pour te dire, si je peux t'en dire un peu plus sur ça, ça va du, ok, d'accord. Comme elle a été aussi coach, donc elle connaît quand même mhm, certaines valeurs, tu vois, en préparation physique, certaines notions, pardon. Et bah, du coup, elle sait que si c'est une séance de force, peut-être tu vas brûler moins de calories qu'une séance fractionnée sac, par exemple. Et c'est ça mhm, qui est cool. Et du coup, mm. bah, comme elle connaît le planning, on fait beaucoup d'allers-retours. Je lui dis, écoute, j'avais prévu ça, Cécile. Au final, en fait, ça n'a pas été possible, on n'a pas pu mettre ça en place. J'ai modifié. Ah, ok, d'accord. Elle, tout de suite, elle va rééquilibrer son plan alimentaire ou son suivi nutritionnel, tu vois. Avec tous Ouais. les athlètes, hein, je parle de tous les athlètes. Ouais, mais c'est Donc, intéressant, donc voilà. effectivement, cet aller-retour parce que parfois, effectivement, on va pas pouvoir mettre en place la séance qu'on a prévue pour X ou Y raison. Le mec, il est un peu malade, le mec, il est un peu fatigué, il s'est pris la tête avec quelqu'un, ou tout simplement un problème dans le planning.
Et du coup, bah forcément, il faut adapter derrière la nutrition en tant que telle pour pas qu'il y ait, enfin, pour que ça soit individualisé au max, quoi. Ouais, bien sûr, et surtout que de performer au bon moment, tu vois. Mm, Parce que enfin, bah, elle a dû te le dire, hein, tu sais, dans le sport de combat, dans la culture de la diète un peu drastique, tu vois. Alors mm, qu'au mhm, final, aujourd'hui, avec cette nutrition un petit peu, tu vois, il y a de plus en plus de nutritionnistes spécialisés dans les sports de combat qui font de belles choses et qui mm, permettent du coup aux athlètes de vraiment performer dans leur camp d'entraînement. Parce qu'avant, c'était plus la lutte contre le poids, c'est tout, hein. Et au mm. final, en fait, ton training camp, c'est pour perdre du poids. Et Ouais, au final, on n'est plus dans la performance. ouais, Tu vois, ouais, donc ouais. aujourd'hui, grâce à ces nutritionnistes, on peut du coup bah, à la fois allier, bah, optimiser ses performances athlétiques, optimiser du coup les performances pareil, techniques avec les entraîneurs et tout en perdant du poids, en étant du coup au poids le jour J. Mm. Et surtout, après, on oublie régénérer, être prêt tu vois, le jour du combat, tu vois, post-peser. Ouais, parce qu'effectivement, comme on le disait au début, comme c'est un sport avec des échéances qui ne sont pas régulières, tu as des momentum, en fait, à bien cibler. Et j'imagine que dans les combattants que tu as pu voir, avec qui tu travailles ou non, ben, en fait, il y en a qui ont des bons sparring, qui ont des bonnes préparations physiques, mais que par contre, dans le momentum et dans les jours, semaines qui précèdent, ils vont pas optimiser l'affûtage et derrière complètement se flinguer pour leur combat. Bah ouais, c'est qu'en fait, ils sont focus que sur le poids. Ouais. Mais du coup, c'est bien d'être focus sur le poids, mais tu as des manières de faire. Il y en a peut-être qui vont plus boire, il y en a qui vont mettre des tenues sudation la première semaine du training camp, il y en a qui vont plus manger. Et au final, en fait, tu veux faire en fait les 24 heures du Mans, mais t'as pas d'essence. Mm. Donc du coup, tu vas faire qu'un tour. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dur, hein, mais c'est ça. C'est Ouais. important, tout simplement. C'est la base. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois couramment chez notamment chez les jeunes combattants? Non, bah déjà, ce truc-là un petit peu mythique. Il y a des mythes un peu en boxe, tu vois. Ce Ouais. truc-là les mœurs, c'est un peu, bah, je m'entraîne avec une tenue de sudation dès le début du camp d'entraînement. Euh, je Ouais, la muscu, ça fait prendre du poids. Mm. Enfin, ça me ralentit, pardon, en boxe. Ouais, il y a tout ça, hein, je pense que c'est des erreurs. Après, aujourd'hui, je pense que les gens sont. La prépa, elle est de plus en plus, tu vois, ouverte à Démocratisé. tous. Mm. Ouais, elle est beaucoup, voilà, exactement. Je trouve que la préparation physique, maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Les gens, ils ont accès à pas mal de contenu sur Internet. Pareil, bah, forcément, le monde des réseaux sociaux, c'est ça qui est cool, c'est qu'aussi, bah, les gens s'informent beaucoup plus Mm. aussi parce que, bah, en voyant ce type de boxeur, je me dis, punaise, j'avoue, il fait de la prépa. Ah ouais, mais j'ai envie de m'intéresser. Et du coup, ils vont quand même essayer des choses. Donc, forcément, il y a des erreurs, en fait. Mais je trouve que bah, la nouvelle génération, elle se porte bien. Ouais. Il y a beaucoup de moyens mis en œuvre. Il y a de moins en moins d'erreurs, tu vois. Mais Mm. c'est après des erreurs, ça peut être sur plein de choses, hein, sur le cutting, ça peut être sur la diète, sur la manière de s'entraîner en prépa physique, tu vois, où c'est finalement pas du tout spécifique, tu vois. C'est Mm. juste dur pour être dur. Enfin, c'est pas smart, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais ça devient de plus en plus smart, la prépa, parce qu'il y a de plus en plus de contenu accessible. Justement, tu parlais de démocratisation en termes de savoir grâce au contenu et notamment pour la préparation physique, la nutrition et puis toute la partie qui entoure le combattant. Comment toi tu vois l'évolution des sports de combat, notamment en France, mais pas forcément qu'en France, d'ici une dizaine d'années? J'ose espérer que ça devienne aussi populaire que le foot, mais je pense que dans 10 ans, waouh, en vue de l'évolution un petit peu en tout cas de l'expansion du marché du MMA et Mhm. du sport de combat en général, tu vois, également des salles de sport, tu vois, spécialisées MMA, du business du sport. Moi, je pense que ça va être, ouais, ça va se démocratiser de plus en plus et ça va devenir, j'espère, comme les Anglais, avoir des vrais supporters, tu vois, de gars, que ça se fasse dans des stades de foot. Mhm. Je le vois comme ça. Mhm. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Après, j'ai peur que peut-être qu'avec les réalités du business, ça soit que bah, via téléphone, tu vois ton combat, ou via tu vois, le PC, ou via Twitch, ou Mhm. via tu vois, TikTok, enfin, je sais pas. J'ai peur, j'ai peur de ça, mais j'espère que ça, on a de plus en plus envie de vivre de bons moments. Donc je pense que ouais, il y aura de plus en plus de combats, hein, qui vont se faire. En tout cas, si je peux parler en France,
grâce à ce qu'on a pu voir avec les Jeux Olympiques, je pense qu'il y aura de plus en plus de combats, de plus en plus de soirées. Peut-être un jour mixer des soirées boxe MMA, tu sais pas, Mhm. tu vois. De plus en plus d'organisations. Non, bah, de toute façon, je pense que ça va se développer, hein. La montée, là, déjà, après les Jeux Olympiques, on va pouvoir avoir les chiffres, mais taux d'inscription, tu sais, dans les associations et dans les clubs privés, je pense qu'elle va augmenter. Donc déjà, Mhm. par ça, il y aura déjà plus d'adhérents, peut-être il y aura plus de moyens pour former des coachs, donc plus de bons coachs, plus de résultats peut-être sportifs, donc plus de résultats sportifs, bah forcément l'équipe de France en général, en tout cas, tu vois, sera mis en avant dans le monde et sera reconnue, et du coup, bah, forcément, on découle un plus gros marché, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Je pense qu'il va vraiment, dans 10 ans, ça va être bien démocratisé. Ouais, je peux le dire. Ouais, mais justement, tu parlais du MMA. Toi qui es dans le milieu des sports de combat depuis longtemps, est-ce que tu penses que le paradoxe, ce n'est pas que justement c'est un sport qui a été accepté en France et légalisé en France que depuis 2020, il me semble, et que Mhm. justement j'ai l'impression que grâce à cette légalisation de ce sport en particulier, ça met beaucoup plus en lumière les sports de combat de manière générale. Bah, tu sais, je vais prendre le modèle du CrossFit. Tu te rappelles quand c'est, je sais pas si tu as pratiqué le CrossFit, mais Ouais, bien sûr. quand le CrossFit est arrivé, ça a mis en lumière la gymnastique. L'haltéro. Ça a Et mis en ouais. lumière l'haltérophilie. Et du Mm. coup, c'était un petit peu, peut-être en tout cas, l'haltérophilie, c'était un petit peu, bah, pas forcément à la mode, c'était un petit peu vieillissant. Et Mhm. du coup, bah, tu as vu, moi, le premier, hein, je me suis inscrit dans un club d'haltérophilie. Ouais. Tu vois, ça, je pense que ça va mettre en lumière toutes les autres disciplines. Parce que le sport de combat, en général, tu vois, bah, le combat sera bah, mis en avant, tu vois, Mm. tout simplement. Ouais, t'as Les raison, gens ont c'est envie de voir un... donc forcément, les combattants de MMA, et on le voit direct, hein, via chez nous, à la Globes Academy, ils viennent dans une salle de boxe pour améliorer leur striking. Les combattants qui sont très bons en striking vont aller dans un club de jiu-jitsu. Il faut savoir, je crois que il y a l'une des fédérations qui sont en pleine croissance, là, c'est le grappling. Grappling, tu sais, jiu-jitsu. Mm. Parce que forcément, bah, il y a tout le temps de nouveaux abonnés, de nouveaux adhérents, les salles sont pleines, à craquer, bah, grâce au MMA, en fait, tout simplement. Mm. Ouais, grave. Et Mais, le MMA, c'est un vrai show. ouais, mais je trouve assez intéressant, effectivement, que tu fasses le parallèle avec d'autres sports, et notamment le CrossFit. Et justement, on a de plus en plus, par rapport à cette légalisation, de personnes qui commencent les sports de combat par le MMA. Toi, j'imagine que dans les adhérents que tu as dans ta salle, que par ceux aussi que tu as en préparation physique, quelles, quelles sont les différences que tu retrouves justement avec ceux qui commencent directement par ce sport-là et ceux qui viennent de d'autres disciplines comme le JB, le grappling, etc. Alors à l'époque, c'est ce qu'on je voyais dans mon entourage, c'est que quand je faisais du MMA, je vais aller m'inscrire au JB, m'inscrire à la boxe. Et en fait, le MMA, c'est un vrai sport à part entière. En Mhm. fait, il y a une boxe MMA. C'est Ok. pas la même boxe que tu vas retrouver en boxe anglaise, par exemple, ou en kickboxing. C'est des leçons de distance. Tu as une lutte adaptée au MMA. Parce qu'en lutte gréco-romaine, tu prends pas des patates dans la tête. Tu vois? Mhm. C'est des moyens de se défendre différemment, des moyens d'attaquer. Et en fait, c'est comme Saladin Parnasse, par exemple, c'est un produit du MMA. Il Mhm. est très bon en lutte MMA, très bon en striking MMA. Et après, du coup, ils vont aller un petit peu dans d'autres disciplines, améliorer certaines positions en fonction du game plan et de leurs faiblesses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être qu'avant, on faisait les choses à l'envers, tu vois? Ok. Et je trouve qu'il faut d'abord pratiquer les mains parce que c'est une distance particulière, parce que c'est des trajectoires de coups qui sont spécifiques au MMA, et puis après, tu vas peaufiner, tu vois, dans différentes disciplines. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de le faire quand on coach quelqu'un en boxe, par exemple MMA, eh bien, on va toujours essayer de s'adapter à ses distances à lui, par exemple. Tu vois, à Ok. ses Ouais. trajectoires de coups à lui. Tu vois, pareil que ça soit, si je pense que quelqu'un qui travaille, je le voyais par exemple, bah, Boris, l'entraîneur de Cédric, il va adapter forcément, tu vois, la lutte, il va pas lui apprendre la lutte gréco-romaine, il va adapter une lutte type MMA en fonction de son jeu, tu vois. Et je pense que les gens, bah, c'est comme si les gens apprenaient la boxe à l'envers, tu vois. C'est Mhm. d'abord tu fais du MMA et puis après tu peux aller spécifier. Après, il y a une notion à savoir que c'est vrai qu'au plus haut niveau en MMA, même en niveau amateur, quand tu es très bon déjà dans une discipline, ça fait la différence. Mhm. Tu Mhm. vois ce que je veux dire. C'est bien d'être fort en MMA, mais des fois, tu vois des grosses lacunes que tu as du mal après à rattraper.
Alors que quelqu'un qui est très bon en boxe anglaise, tu vas le voir déjà en amateur, il va vraiment faire la différence. Il va pouvoir pallier aux problèmes peut-être que tu as au sol, Ouais. tu vois. Ou si tu es bon en lutte, très bon en lutte, et qu'après tu adaptes à ton MMA, et bah, c'est pas très grave si tu comme pas bon, tu vois, en striking ou tu auras de bases solides, tu vois. Et je pense que c'est important. En tout cas, je le vois quand je suis invité au 100% Fight avec Hatch, etc. Bah, c'est vrai que ça fait la différence aussi quand tu es déjà très bon dans une discipline. Tu vois, donc, comme si tu veux être bon en MMA, fais du MMA. Mais c'est bien aussi si tu es très fort dans une discipline de base et que tu fais ta transition en MMA. Ou alors, tu es très fort en MMA et c'est bien d'aller, tu vois, aller chercher dans les disciplines des corrections un petit peu techniques, etc. Mm, Donc, c'est sur ces trois points-là que je vois la chose. Moi. Ouais, très clair et très complet, je te remercie. Valentino, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Est-ce qu'il faut que je connaisse cette personne ou pas? Non, pas Parce que forcément. sinon, j'allais dire Zinedine Zidane. Ouais, bah Je sais putain. pas si t'as le contact. Dis-moi si t'as le contact. Non, bah moi, je dirais bah, déjà Franck Petitjean, qui est mon Ouais, associé, yes. qui est athlète et entrepreneur. En tout Mm. cas, athlète retraité, jeune retraité, on peut dire. Et puis après, il y a Johan Dominique, qui est euh, nutritionniste, manager et agent pour pour des cabinets d'influence. Ok, Voilà. très clair. Là, je pense que ça peut être ça. Parfait. Bah écoute, je te remercie pour ces passes D. Merci beaucoup, Valentino, pour cet épisode. Et à toi qui Plaisir. nous a écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, bah, n'oublie pas de poser un 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai avec un grand plaisir. Pense à donner ton Instagram pour que je puisse te répondre. Ce commentaire nous donne surtout de la force et un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de Valentino. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!